Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter le principe d'un dédoublement racémique. Il s'agit de l'extrait d'un cours qui a été filmé. Qu'est-ce que c'est que le dédoublement racémique? C'est la séparation de deux isomères qui ne se distinguent que par le fait qu'il y en a un qui est gauche et un qui est droit. Ce qu'on appelle des énantiomères. Les énantiomères sont des isomères qui sont images dans un miroir. Sont bien sûr différents. Parce que le métal, il est une image dans un miroir, mais le métal n'est pas différent de son image. En revanche, il y a des composés dont l'image est différente. Ces composés ont leur isomère qui s'appelle un énantiomère, et c'est de ça dont je vais parler pour l'instant. Alors, les composés chimiques, pour les séparer, nécessitent un certain nombre de techniques. La distillation, la recristallisation, que vous avez fait en TP pour les deux premiers groupes qui sont venus. Il y a l'extraction, et chacune de ces techniques nécessite que les deux isomères aient des propriétés différentes. Par exemple, un qui va être plus insoluble, donc il va cristalliser, l'autre va rester en solution, on filtre, on a séparé. Ou alors ils vont avoir une température d'ébullition différente, donc on distille, premier, le second. Le problème des énantiomères, c'est du fait qu'ils sont images dans un miroir, ils ont très peu de propriétés qui les distinguent. Il y en a deux. La propriété, c'est le plan de polarisation, c'est la déviation du plan de polarisation de la lumière polarisée. C'est-à-dire que si vous prenez une lumière naturelle, vous la faites passer à travers un filtre polarisant. Donc ici, la lumière va avoir son vecteur dans notre direction, et à la suite de ça, vous allez avoir une onde qui va être uniquement comme ceci. Eh bien, si vous passez dans un liquide qui contient un des énantiomères, soit qu'il est pur, soit qu'il est en solution, eh bien, votre onde va se mettre à être déviée et à la fin, vous allez sortir comme ceci. Le plan de polarisation va tourner. Attention à cette formulation, ce n'est pas la lumière qui tourne. La lumière n'est pas un virage. Parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent qu'il y a la déviation de la lumière. Pas la déviation, c'est la rotation du plan. Et donc, avec un autre polariseur ici, vous allez trouver l'angle alpha de combien a dévié ça. Eh bien, un énantiomère, deux énantiomères auront des angles qui vont être opposés, c'est-à-dire l'un va tourner d'alpha quand l'autre va tourner de moins alpha. Donc ça, c'est une propriété qui la distingue. Mais ce n'est pas une propriété qui permet de les séparer. Une autre propriété qui va permettre de les séparer, c'est qu'ils réagissent différemment avec un composé chiral. C'est-à-dire un composé qui a aussi un énantiomère lui-même, mais là, il n'y en a qu'un. Donc ils vont réagir différemment. Alors, comment est-ce qu'on peut le visualiser simplement? Prenez une main. Une main est chirale, au sens où son image dans un miroir ne lui est pas superposable. Ça, c'est pas superposé, ça voudrait dire
le mettre exactement au même endroit, là on voit que ça ne va pas, on va mettre le pouce, mais ça ne marche pas, bref. Donc les mains, c'est à la base des objets chiro, d'ailleurs chiral, ker en grec veut dire main. Alors, je prends par exemple des gants, la même paire de gants, des gants gauche et des gants droits, de la même marque, etc., de la même taille, et je veux essayer de les séparer, et j'en prends un, et je le pèse, 18,22 grammes. J'en prends un autre, 18,22 grammes, etc. Donc la masse ne va pas me permettre de les séparer. Alors je peux dire, bah, c'est pas grave, je vais mesurer. Donc, je vais mesurer la distance qu'il y a entre le pouce et l'index sur le gant. Bah, je vais trouver la même distance partout. En revanche, si je mets ma main droite dans un gant, je vais bien sentir si c'est un gant droit ou un gant gauche. Eh bien, c'est exactement ça, au sens où les gants qui sont en mélange racémique, c'est-à-dire qu'il y a autant de gants gauche que de gants droits dans mon sac, ils vont réagir différemment avec un composé chiral, qui va être soit gauche soit droit, qui va permettre la séparation. Eh bien, c'est ça qui est à la base de la séparation que je vais développer maintenant. Cette technique a été élaborée la première fois par Pasteur, Louis Pasteur. Alors qu'on ne savait pas ce que c'était qu'une formule de chimie organique et encore moins ce que c'était qu'un énantiomère, a réussi à séparer deux énantiomères parce qu'il a eu la chance que les deux énantiomères se séparent dans des cristaux qui n'avaient pas exactement la même forme et qui étaient l'image dans un miroir. Donc vous imaginez la chance qu'il faut pour que ça arrive. Ensuite, le fait qu'ils les regardent à la loupe et qu'ils s'aperçoivent que des cristaux, bah, il y en a qui sont gauches, d'autres qui sont droits. Et je peux vous dire que déjà, s'apercevoir de ça, c'est pas simple. Il les a séparés à la pincette. Ceux qui sont droits, on va les mettre à droite. Ceux qui sont gauches, on les met à gauche. Il a remis ça en solution et il s'est aperçu qu'il y avait d'une solution qui ne déviait pas la lumière, il avait deux solutions qui déviaient la lumière dans des plans de pluralisation opposés. Et après, quand on remélangeait ces deux solutions, on avait à nouveau solution qui ne séparait pas la barre. Ça a été un des travaux de Pasteur qui a mis en place cette solution qu'on appelle souvent un dédoublement de Pasteur, etc. Ou dédoublement. Donc maintenant on passe à la chimie, voyons voir comment je vais faire. Je prends un acide qui s'appelle l'acide, je ne sais plus lequel on prend, phénylaspartique ou phénylfucinique. Je crois que c'est phénylaspartique. Non, phénylfucinique. On va simplifier la chose, il y a un phényl ici. Il y a un CO H ici, il y a un H là, et il y a un R. Alors on va mettre ça devant et ça derrière. Ce carbone-là, ayant 4 substituants différents, il est dit asymétrique et il a une image dans un miroir qui lui est différente. Et on part d'un mélange. Il y a 50% de l'un et 50% de l'autre. Donc, le plan de polarisation de la lumière ne va pas être dévié si je fais l'expérience. Et je vais le faire interagir avec un composé qui, lui, n'est que gauche ou que droit. Et on prend un composé d'origine naturelle, parce que la nature, elle, ne fait pas les mélanges, elle fait que l'un ou que l'autre. Et on prend un composé qui s'appelle la proline. C'est un acide aminé, ça sert à se faire des protéines, en quelque sorte. Donc la proline, si j'ai sa formule qui est là, je vais la mettre en détail. COH. Et cette proline a ici une fonction basique qui va pouvoir échanger un proton avec la
fonction acide qui est là. Un acide, une base, ils échangent leurs protons, et se donne un composé qui possède un anion et un cation. Alors, celui-là, il a son descripteur qui est R, celui-là a son descripteur qui est S, et celui-là, c'est un S. Donc cet échange de protons va me donner le mélange suivant. R, on va le mettre dans un rond plat, va me donner le R S plus le S S. Ces deux composés ne sont plus énantiomères. Ils ne sont plus d'image dans un miroir. L'image de cette partie-là, ça va être bien celle-là, mais l'autre, là-bas, ça ne va pas donner son image. Donc ces composés n'étant plus énantiomères, ils vont avoir des tas de propriétés différentes, en particulier dans les conditions de l'expérience. Il y en a un qui cristallise et pas l'autre. On va dire que celui-là précipite et celui-là reste en solution. Ça permet de les séparer. Et ensuite, le RS, je le mets à nouveau en milieu acide, ce qui va me faire l'acide ici, et par ailleurs la base qui va être protonée. Et je peux ainsi récupérer mon R tout seul. Et si je l'avais fait ici, j'aurais récupéré mon S tout seul. Donc d'une solution qu'on appelle racémique, c'est-à-dire qu'il y a un mélange 50% de l'un par 50% de l'autre, j'obtiens une solution où il n'y en a que l'un que l'autre, qui va ensuite développer le plan de polarisation de la lumière. Par exemple, ici, il y a un travail qui est assez particulier, on ne peut pas faire ça marche pas dans le cas général, mais qui permet d'illustrer beaucoup de choses, des produits d'origine naturelle, c'est dans une leçon, la stéréochimie, ça c'est dans une autre leçon, la réactivité c'est dans une autre leçon, etc. Donc c'est une manip qui peut être utilisée à dans plein d'occasions de leçons. Alors c'est une manip qui est délicate, bien sûr, parce qu'il y a de la chimie organique, il y a de l'activité optique, il y a de la séparation, c'est une manip riche. Vous allez faire bientôt, je le reste. Donc, sur ce point-là, je voulais juste ajouter la formule de Biot, ici, qui permet de rendre quantitatif les mesures d'absorption. Donc, Biot, c'était un physicien du début du 19e siècle. Donc, Pasteur, c'était 1848, il avait à disposition la formule de Biot. Elle dit que l'angle alpha de la déviation du plan de polarisation est égal à une constante que l'on appelle alpha dans un crochet, c'est un angle de rotation spécifique, fois L, la longueur traversée, fois la concentration. Vous voyez, ça ressemble en tout point à la formule de Bernoulli, c'était l'époque où on a inventé ce genre de formule. Les unités sont un petit peu étranges, ça ce sont des degrés. Monsieur, ouais. Excusez-moi, j'ai pas compris comment vous séparez ensuite donc la proline et puis la base, puis S quoi. Enfin, une fois que ça a précipité, ok. Une fois que ça a précipité, j'ai séparé les deux choses qui étaient difficiles à séparer. Oui, d'accord, mais donc on se retrouve avec. Je remets en milieu acide. Parce que si je mets en milieu acide, je vais remettre un H ici, et donc je sépare les deux entités acide et base. Donc ça c'est en degrés, ça c'est en décimètres. Pour ça que vous avez des cubes de 1 décimètre ou de 2 décimètres, c'est-à-dire 10 cm ou 20 cm. Pourquoi? Parce que comme le spectrophotomètre, on travaille beaucoup sur des cubes de 1 cm parce qu'au bout de 1 cm, une espèce colorée donne une réponse. Là, pour que ça dévie suffisamment, il faut des longueurs plus grandes, donc c'est en décimètres. Ça, c'est en grammes du composé par
millilitres d'eau. Une unité un peu baroque. Parce que les gens travaillaient sur des sucres, donc ils faisaient pas beaucoup de produits, et puis ils faisaient pas beaucoup de solutions, mais c'était très soluble, donc ils travaillaient comme ça. Et alors ça, c'est en degrés, décimètre moins 1, gramme moins 1 millilitre. Ça dépend de la longueur d'onde et ça dépend du solvant. Ce sont les deux facteurs d'influence principaux de cet angle de rotation spécifique. Donc la loi de Biot, c'est une loi qui est un petit peu amère au niveau des formules. Donc, une fois que vous aurez fait le TP une fois, vous aurez eu votre cellule, vous aurez fait un calcul. Les rotations sont souvent petites, on a de quelques degrés. Les sucres ils sont intéressants parce qu'on peut les concentrer dans l'eau. Et donc on arrive à avoir des rotations de 10, 20 degrés, et ça c'est substantiel quand on fait des mesures avec des appareils dans les conditions de la CAG. Donc ça, que ce soit franc, et donc du coup les sucres marchent bien. Les composés qui ont des rotations spécifiques les plus grands sont des composés qu'on appelle des hélicènes. Je vous donne une idée de leur formule. C'est des travaux qui datent de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ça, c'est un noyau aromatique. Un, 2, 3, 4. Et le cinquième, déjà, il faut qu'il se mette dessous ou dessous. Et bien sûr, le sixième, si je vais le dessiner dessous, voilà, et on sait faire comme ça jusqu'à 18. Voilà, quand la lumière elle rentre là-dedans. Et si vous avez des angles pour les sucres ici qui sont de l'ordre de 30, 40, 50, si on dépasse 1000, c'est juste des choses absolument énormes qui ont été faites. Ça n'a aucune utilité à part ça. Des hélicènes. Et dans le temps d'une thèse, vous faites un hélicène qui fait 2 tours, et puis ça va vous être content.